amis, bonjour. Dans ma série du Courrier des Stratèges, consacrée dans ma série sur notre chaîne de podcast, je vous parle aujourd'hui de comment conscientiser la domination qui va s'exercer pour que nous nous tenions tranquilles pendant que la caste va nous faire les poches. Et là encore, beaucoup de gens se disent « mais comment on peut faire ?» Je vais essayer de vous expliquer comment le gouvernement va mettre en scène les augmentations d'impôts. Et à cette occasion, je vais vous parler de Bruno Retailleau et de ses bombages de torse pour nous expliquer qu'il faut rétablir l'ordre et qu'on va tolérance zéro vis-à-vis des offenses faites aux policiers, et puis on va reprendre l'immigration en main, etc., etc. Je vous explique aujourd'hui comment cet enchaînement s'articule. Alors, je voudrais d'abord dire que, de ce point de vue, notre sujet à nous et l'angle sous lequel je me place pour comprendre ce qui se passe, ce que je vous suggère, c'est de vous dire qu'au fond, nous sommes tous des gouvernés et que nous sommes tous au même point pour comprendre ce qui se passe, et je vais essayer de vous donner une méthode pour comprendre le narratif qui vous est sorti par les médias subventionnés, par le cartel des médias subventionnés. Ils touchent des subventions pour justifier leur soumission au pouvoir et leur fonction d'émetteurs de propagande au service du pouvoir lorsque il faut émettre cette propagande. Voilà. Et à un moment donné, une consigne est passée dans les rédactions et tout le monde s'y met. Et donc la consigne qui est passée, alors tout le monde s'y met avec en ses grades et qualités, si j'ose dire, mais les grands médias des grands milliardaires, on pense aux Échos, au Monde, au Figaro, tout cela vont vous servir la même soupe, alors parfois un peu habillés différemment, pour servir le pouvoir qui les subventionne, les subventions servant très largement à équilibrer les comptes et à financer des investissements en échange des bons et loyaux services que la presse rend au pouvoir. Donc, nous sommes tous au même point, on vit très largement la réalité à travers une presse subventionnée qui nous dit ce qu'il faut penser, qui nous présente la réalité, qui nous sort un narratif, comme on dit, et je vais essayer de vous montrer qu'il est important de saisir ce qui se passe derrière les narratifs, et ça va être l'occasion pour moi de parler de la question de l'immigration. Et je sais que beaucoup de Français, notamment parce qu'ils sont prisonniers, ils sont sous l'emprise de médias dominants qui leur racontent des carabistouilles, et notamment parce que peu de Français ont exercé des responsabilités. Donc, beaucoup de Français imaginent que la politique, c'est des idées, c'est des convictions, et j'arrive au pouvoir et je vais mettre en place une politique comme si j'étais face à une tablette de cire, hein, je deviens ministre, je fais chauffer la tablette de cire, le ministère est une tablette de cire, je la fais chauffer et je lui donne la forme que je veux parce que c'est mon opinion. Ça, c'est ce qu'on nous fait croire, et on nous fait croire qu'au fond, la politique, c'est choisir. En réalité, un politique, c'est le cas de Bruno Retailleau qui arrive, c'est éminemment le cas de Michel Barnier et de tout son staff économique, mais ce n'est pas lié à leur personnalité, c'est la nature même du pouvoir qui est comme ça. Et Michel Barnier, comme Bruno Retailleau, arrivent dans des postes où ils sont obligés de composer avec une réalité. Et cette réalité, elle est assez simple à comprendre. J'en parle très souvent sur le Courrier des Stratèges. Cette réalité, elle est de dire, eh bien, aujourd'hui, on a des impôts qui permettent de financer l'action publique, on a des dépenses publiques, ces dépenses sont très supérieures aux recettes, et en plus, l'écart entre les recettes et les dépenses est en train de déraper. Et ce n'est pas conforme aux engagements que nous avons pris vis-à-vis de l'Union européenne. Alors, je le redis ici, je ne disserte pas aujourd'hui pour savoir si c'est bien ou pas de s'être engagé auprès de l'Union européenne. Je vois là encore plein de gens qui pensent que le problème en politique n'est pas de comprendre, mais de donner son avis. Ah, mais ça, c'est pas bien, de faire un slogan moral. Ah, mais il faut défendre le bien. Ah, je discutais hier avec un représentant d'un média de réinformation. Il me dit, mais moi, je suis pour la recherche du bien. Oui, enfin, la recherche du bien, d'accord. Simplement, le problème, c'est d'abord de résoudre les problèmes et de comprendre le réel. Avant de changer le réel, il faut le comprendre. Donc moi, je ne suis pas en train de dire
que c'est bien d'être dans l'Union européenne. J'ai fait beaucoup de vidéos pour expliquer que j'étais favorable au Frexit. Et je ne suis pas en train de dire que c'est bien, que c'est normal de régler les problèmes de finances publiques. Je vous dis ce qui se passe. Vous êtes ministre, vous avez des gens qui vous disent « Monsieur, la France s'est engagée à diminuer son déficit. Et si vous voulez emprunter sur les marchés, avoir de l'argent pour financer vos dépenses, mais il faut que les marchés croient en vous. » Et là encore, je ne suis pas en train de dire c'est bien ou mal d'emprunter ou pas sur les marchés. Je sais qu'il y a plein de gens qui, pour se mettre hors course, pour pouvoir dire « Ah, voyez, on ne peut rien faire », nous expliquent « Ah oui, mais alors les marchés, c'est pas bien, il faut emprunter à 0%. » C'est tout un tas d'utopies qui font que moi, je veux bien qu'on les défende. À la limite, j'en reparlerai avec Yves-Marie Adeline à la fin de la semaine. Moi, je veux bien qu'on explique que si on avait emprunté à 0%, si on pouvait emprunter à 0%, on serait moins endetté. Voilà. L'histoire montre que c'est exactement le contraire, mais c'est même pas le sujet aujourd'hui. Le sujet, c'est de dire que si on veut avoir le droit d'emprunter à 0% auprès de notre banque centrale, eh bien, il faut faire un Frexit, et que ce Frexit, il prendra au moins 3 ans. D'ici là, qu'est-ce qu'on fait ? Et donc, avoir le sens des responsabilités, être un peuple mature, c'est pas dire arrêtez de parler de ça, monsieur, je dis plein de commentaires, arrêtez de parler de ça, c'est les adolescents qui font ça, c'est les peuples bébés, ce sont les esclaves qui obéissent à leur maître. Maintenant, si on veut montrer notre capacité à décider de notre destin, il faut être sérieux et tenir compte des réalités. Donc moi, qu'on dise on fait un Frexit, ça ne me gêne pas, simplement le Frexit, il va pas se faire en 3 mois, il se fera dans 3 ans au mieux si on le décide, peut-être même plus, probablement plus. Et donc, pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que quelqu'un a une idée sérieuse ou est-ce qu'on se contente de slogans café du commerce en expliquant c'est tous des cons et on ferait mieux qu'eux ? Moi, je pense qu'il faut avoir sur ce point une capacité à comprendre le réel et à agir sur le réel, même si on veut changer de logiciel. Et ça, c'est très important. Et donc, que vous soyez ministre frexiteur ou pas, vous arrivez au pouvoir aujourd'hui. Barnier n'est pas un frexiteur, on le dit suffisamment sur le courrier. Barnier est l'homme de la Commission européenne, mais qu'il le soit ou pas, il est face à une injonction qui est de dire mais si la France n'est plus capable de gérer ses déficits, si elle les laisse exploser, plus personne ne va suivre. Alors en attendant que vous ayez changé les règles du jeu et que vous ayez trouvé de l'argent magique dans votre banque centrale qui va fabriquer des billets et qui va ruiner tout le monde parce que ce sera l'hyperinflation, et tous ceux qui aujourd'hui disent vive l'emprunt à 0% auprès de la banque centrale seront en train de hurler avec des pics et des fourches pour dire à mort ceux qui ont décidé ça, on la connaît l'histoire. En attendant que vous ayez fait ça, vous faites quoi pour avoir du pognon pour payer vos fonctionnaires et pour payer vos dépenses ? Et un ministre aujourd'hui qui arrive au pouvoir, il doit répondre à cette question. Et le courrier se fait fort d'avoir annoncé dès le mois d'avril une hausse d'impôts après les élections parce que on connaît l'histoire là aussi, on connaît la chanson. Il y a la vertu qui est de dire on a un problème de dépenses en France, on est le pays de l'OCDE qui consacre la plus grande part de sa richesse nationale aux dépenses publiques et on est le pays de l'OCDE qui prélève le plus d'impôts comparé à la richesse nationale et donc on doit diminuer les dépenses. Ça, c'est la parole de bon sens, la parole vertueuse, la parole rationnelle. Voilà. Mais on sait qu'il y a des marchands, j'ai appelé ça la Sainte Vierge du Trésor public, des marchands de mythologie, de fantasmes, qui nous disent « mais la dette n'existe pas, en réalité, tout ça, c'est un coup monté, de BlackRock. » C'est là qu'on voit comment, à un moment donné, le système se met en place. Beaucoup de gens en France, y compris au sein de la caste, y compris chez les macronistes, sont convaincus qu'il n'y a pas de vrai problème de la dette, et puis que de toute façon, on va se débrouiller, puis c'est pas très grave. C'est assez marrant pour moi, qui suis en France depuis une 40aine d'années maintenant, un peu moins, presque 40 ans, c'est assez marrant de voir comment les valeurs de la bourgeoisie parisienne percolent dans la société ordinaire des gens qui se disent « moi je suis un petit, je peux rien faire, à bas l'élite parisienne, etc. » En réalité, autant chez les râleurs, on va dire ça comme ça, que chez les grands bourgeois parisiens, il y a une tendance au même mépris pour la réalité. Ah mais le déficit, tout ça c'est des choses trop basses pour nous. Parlons de choses sérieuses, parlons de l'immigration, de la fin de vie,
des affaires internationales, je me gausse d'affaires internationales, parlons d'humanisme, et ne parlons pas de ces petites choses. Et c'est assez amusant de voir comment cette mentalité qui existe chez beaucoup de normistes, notamment de normistes macronistes, existe aussi chez des gens d'en bas, comme dirait Michel Barnier, des gens ordinaires, se disent « mais enfin, mais arrêtez de nous parler de ça, ça n'a aucun intérêt ». Et d'ailleurs, si vous regardez les audiences sur Internet, vous voyez que plein de gens qui se plaignent de l'inflation regardent beaucoup plus des émissions débiles sur le pédosatanisme que des émissions sur les finances publiques et ce qui va vous arriver. Ce qui montre que il y a, même chez les petites gens en France, petites gens entre guillemets évidemment, même chez les petites gens, il y a une adhésion aux valeurs bourgeoises de mépris pour les choses matérielles, pour ce qui salit les mains, et une adulation pour les grandes théories fumeuses intellectuelles, les grands problèmes qui nous agitent. Et ça, c'est un sujet de fond que nous avons ensemble, c'est que au fond, plein de gens en France aujourd'hui ne s'intéressent absolument pas à la matière. Et ce qu'ils veulent, c'est de l'esprit. Et l'esprit, c'est des grandes idées, des grands mots. Donc, je reviens à mon raisonnement. Je me permets, dans ces vidéos un peu longues, de faire des digressions, mais parce que je veux chaque fois illustrer un point qui me paraît un point de blocage dans la réappropriation de notre destin, qui demande un effort personnel et certainement pas un avachissement dans les slogans faciles et puis dans les « Ah, mais nous, parlez pas de choses sérieuses, parlez-nous des vrais problèmes. Le vrai problème, c'est le pédosatanisme. » Cet avachissement-là, je crois que il est l'une des raisons pour lesquelles notre destin nous échappe. Et ce n'est absolument pas Macron qui nous y force, ni la caste, ni qui vous voulez. C'est nous, simplement, qui sommes trop feignants pour affronter la réalité et nous coller à des sujets qui nous ennuient. Voilà. Bon, donc, je reviens à mon raisonnement. Aujourd'hui, quel que soit le ministre, qu'il soit frexitaire ou pas, lorsqu'il arrive au pouvoir, quelqu'un lui dit « écoutez, monsieur, vous ferez comme vous voudrez quand vous aurez changé les règles du jeu, quand vous aurez renégocié les traités, blablabla, vous allez refaire votre banque centrale. D'accord, d'ici là, vous n'aurez pas d'argent si vous ne faites pas un effort. » Et donc, ça fait 6 mois que je dis que l'effort, ce sera une augmentation des impôts. Et aujourd'hui, Barnier nous l'a refait avec « je vais vous augmenter des impôts », avec toute une presse aux ordres qui fait mine de découvrir le sujet. Alors qu'on sait très bien qu'ils vont augmenter les impôts. Et donc, la question, c'est comment ? Donc moi, vous savez, depuis plusieurs mois, j'annonce qu'ils vont remettre en cause la flat tax. Ça me fait marrer parce que je sais que je suis lu dans la presse subventionnée et que régulièrement ils se disent « Ah mais non, mais c'est du complotisme » et puis ils se disent « Ah, bon, comment on va en parler ?» Et donc là, pour la première fois, le Figaro a parlé de la suppression de la flat tax en gros titre, ce que j'annonce depuis 4 mois. Il y aura probablement un gel du barème des impôts, mais là-dessus, Barnier donc, est face à une contrainte, c'est qu'il se dit je dois faire passer une augmentation d'impôts à une population que j'aime pas. Alors, pour mesurer le degré de risque, quand vous êtes au pouvoir, vous faites pas ce que vous voulez. Vous vous dites comment je fais pour que ça passe. Alors, il y a la technique Chirac, c'est plus c'est gros, mieux ça passe. Puis, il y a les techniques contemporaines où... Macron a utilisé cette technique avec le Covid, en nous expliquant qu'on allait tous mourir. Il est venu avec une tenue de militaire en disant « je lance un conseil de défense sanitaire et puis je vais vous sauver de la mort. Voilà. Et on va tous se mobiliser et je vais payer tous les salaires pendant 2 mois. » Moyennant quoi, la France est ruinée et moyennant quoi, tous les normistes ont dit « ah oui, on est en danger de mort. » Et tout le monde a fait vivre le mythe selon lequel on allait mourir tous du Covid si on ne faisait pas tout et n'importe quoi. Enfin, bon. Donc plus c'est gros, plus ça passe, ça s'est vérifié au moment du Covid. Pour Barnier, la situation est plus compliquée parce que la légitimité de Macron est très faible et sa propre légitimité est très faible. Donc ça va être compliqué de faire passer une grosse couleuvre sans préparation, sans vaseline, sans Gaviscon pour tapisser l'estomac avant. Et donc... Barnier utilise toutes les techniques de l'ancien monde, mais que Macron a utilisé aussi, soyons clairs, et notamment il lance des ballons d'essai. Notamment quelqu'un a fait fuiter auprès de la Tribune, journal de M. Saadé, milliardaire marseillais qui soutient Macron, donc quelqu'un a fait fuiter auprès de ce journal le fait que Bercy travaillait sur le gel du barème de l'impôt sur le revenu. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que avec
l'inflation, les salaires ont augmenté, et là, on va continuer à vous taxer comme avant, comme l'an dernier. On ne va pas revaloriser les barèmes de l'impôt pour tenir compte des augmentations générales de salaire, donc tenir compte de l'inflation, ce qui mécaniquement apporterait au moins 4 milliards de recettes en plus si on applique ça sur tous les échelons du barème, sur tous les degrés du barème. Donc, certains disent « Ah mais non, mais il faut le faire que pour les riches, il faut taper que sur les riches, sauf que ça ne rapportera qu'1 milliard. » Et donc, c'est moins bien. Et c'est le dilemme habituel de Bercy qui est de dire si on veut beaucoup d'impôts, beaucoup de recettes, sans trop d'efforts, on fait payer les pauvres, la majorité des gens, 80% des salaires les plus bas. Si on veut ne taper que les plus riches, ça va prendre plus de temps, ça va moins bien marcher, ça va rapporter moins. On est en plein dans ce dilemme bien connu de tous les fonctionnaires qui ont travaillé dans l'univers des finances et qui connaissent les gimmicks et les réflexes. Bref, donc, Barnier a commencé à lancer des sondes, notamment sur le gel du barème de l'impôt sur le revenu, et la réaction a été immédiate. Ça a été les hauts cris, les cris d'orfraie, notamment du Rassemblement national, et Barnier a besoin du Rassemblement national pour ne pas être censuré immédiatement. Donc va rester la suppression de la flat tax. Ceux qui vont payer à la fin, c'est les entrepreneurs, tous ceux qui prennent des risques tous les jours pour faire vivre leur boulangerie, leur boucherie, leur entreprise d'électricité, de maçonnerie. Eux, on va leur taper dessus parce que finalement, ils n'ont pas le temps de faire grève. Et puis, personne ne les soutient. C'est des salauds, des profiteurs, des exploiteurs. Ils payent mal les gens. On connaît toute la diabolisation qui permet de justifier qu'on va continuer à faire vivre des tas de gens d'allocation alors qu'ils pourraient aller bosser, en faisant payer ceux qui vont bosser tous les jours. Ça, on la connaît. Et qui prennent des risques pour y aller. On connaît par cœur le résultat. Je l'annonce depuis 4 mois, donc je ne vais pas vous en parler. Toute la question, c'est que supprimer la flat tax, ça rapportera 3 ou 4 milliards. Et en fait, la cible, elle est à 30 milliards. Donc, Michel Barnier, il a un sujet très simple, c'est qu'il a face à lui 68 millions de personnes à qui il a dit « je vais vous dire la vérité », moyennant quoi il n'en parle jamais, et à qui il doit expliquer que voilà, il y a 30 milliards à trouver l'an prochain. Officiellement, on va dépenser 492 milliards. On sait qu'il va falloir qu'on diminue le déficit de 30 milliards et que ça veut dire 30 milliards d'économies à trouver quelque part. Et donc, il va dire, on va faire moitié-moitié, 15 milliards d'impôts, 15 milliards d'économies sur les dépenses. Et ces 15 milliards d'impôts, il les cherche. Et il voit que sur l'impôt sur le revenu, s'il arrive à gratter 2 milliards, il va être content. Alors, il va gratter 2 ou 3 milliards, pense-t-il, sur les énergéticiens, comme on dit. Et il fait monter l'addition. Donc, il va petit à petit chercher ces 15 milliards d'impôts, parce qu'il va dire, à la louche, on fait moite-moite, 15 milliards d'économies, 15 milliards de hausse d'impôts. C'est comme ça que ça va se passer. Et le ballon d'essai lancé sur l'impôt sur le revenu lui montre que ça ne va pas être de la tarte. Parce que non seulement les gens ne vont pas être contents, mais il y a des partis politiques qui comptent s'emparer de ce mécontentement pour le renverser, pour le censurer. Et ça, donc, l'équation est plus compliquée. Alors, comment on fait quand on doit augmenter des impôts auprès d'un peuple qui a des, on va dire, des relais, des leaders qui disent pas d'augmentation d'impôts, sans savoir comment on fait d'ailleurs, c'est totalement irréaliste. Comment on fait quand on est devant cette difficulté? Alors, c'est simple, on sort la théorie des narratifs, qui a très bien fonctionné sous Macron, et Barnier est en train de nous la refaire. Alors, comment il fait? Eh bien, il prend un ministre de l'Intérieur qui est capable de bomber le torse, qui s'est illustré comme l'image, qui a une image dans l'opinion, même si c'est une image qui n'est pas très répandue, il a une image de père la morale, de père la vertu, et il lui dit, écoute, tu l'as refait à la McKinsey, tu expliques que nous sommes en danger et que nous allons les sauver. Et pendant qu'on parlera d'impôts, d'immigration, pendant qu'on parlera d'ordre, de police, d'immigration, on ne parlera pas d'impôts, et au fond, on va leur expliquer que s'ils veulent une police efficace qui rétablit l'ordre, eh bien, il faut qu'ils acceptent une augmentation d'impôts. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc on a un Retailleau qui arrive,
au pouvoir à Place Beauvau, au ministère de l'Intérieur, et qui se caricature lui-même. C'est-à-dire qu'il va nous expliquer l'ordre, il faut rétablir l'ordre. Alors, 3 priorités: rétablir l'ordre, rétablir l'ordre, rétablir l'ordre, avec une espèce de discours maximaliste qui est une caricature. Et ce que les Français doivent comprendre, c'est que, effectivement, si vous pensez que la politique, c'est choisir, c'est être libre d'agir, c'est agiter des grandes idées, vous tombez dans le panneau de Retailleau. Je fais crédit à Retailleau de penser qu'il est, comme disait Blaise Pascal, un demi-habile. C'est-à-dire qu'il n'est pas complètement dupe du rôle qu'il joue. Il sait très bien qu'un ministre de l'Intérieur, ça passe 95% de son temps sur 5% des problèmes. Et les 5% des problèmes de Place Beauvau, on les connaît. C'est les urgences quotidiennes dans lesquelles Retailleau, comme les autres, va finir par s'embourber. C'est la voiture de flic qui bouscule, enfin qui écrase une moto de gamins qui font un rodéo. Les gamins meurent. Comment on fait? Comment on gère? Et on peut avoir toutes les grandes idées du monde, les plus simples, sur Yaka, Faucon. Là. Quand vous êtes ministre, ça se passe jamais comme ça. Et en réalité, quand vous êtes ministre, eh bien, quand vous avez une moto écrasée à Aulnay-sous-Bois avec une menace d'émeute, eh bien, vous y passez du temps, quelle que soit la position que vous prenez sur le sujet. Vous y passez du temps. Et il n'y a pas de méthode pour que ça ne vous prenne pas de temps. Voilà. Il n'y a pas de méthode. Ah, mais il n'y a qu'à leur dire et puis c'est réglé. Non, ça ne se passe pas comme ça la vie. Voilà. C'est toujours beaucoup plus compliqué que ça. Et le temps que vous passez à gérer la crise de la moto écrasée, des gamins qui sont morts sur le trottoir parce qu'une voiture de police les a bousculés, quel que soit ce qu'on en pense, le temps que vous y passez, c'est du temps que vous ne passez pas sur les problèmes de fond. Le Conseil d'État va faire l'an prochain une étude qui, moi, me paraît intelligente sur le temps long. Un ministre de l'Intérieur ne peut qu'être rarement dans le temps long, parce qu'il y a des urgences quotidiennes à régler, et quels que soient les ministres. C'est le poste qui veut ça. Et le boulot du ministre n'est pas de gérer les services. Le boulot du ministre n'est pas d'entrer dans le détail du fonctionnement de la machine. Ça n'arrive que très rarement qu'un ministre s'en occupe. Le boulot premier du ministre, c'est de gérer les crises, et notamment les crises médiatiques qui sont le lot du ministre de l'Intérieur. Et Retailleau, il n'aura pas plus que les autres le temps, la disponibilité personnelle pour garantir qu'on va rétablir l'ordre. Rétablir l'ordre tel qu'il l'a annoncé, tout le monde sait que c'est de la connerie, excusez-moi de le dire, mais quand vous dites, je regarde l'exemple des braves M à Paris qui ont été constitués pour interpeller selon une instruction de 2015, qui est une instruction qui pose problème. Aucun pays européen n'a la même conception du maintien de l'ordre que la France. Et la France est le pays où il y a le plus de violence entre manifestants et policiers, du fait de la doctrine même qui est imposée depuis 2015. Et donc, les bravem qui ont été mis en place pour interpeller, alors tous ceux qui ont fait un peu de sécurité, un peu de force publique, comme on dit, savent que... de sécurité publique, ils savent que la police, il y a 2 polices, d'abord, je le redis, pour ceux qui... Il y a la police qui s'occupe des citoyens, hein, de la sécurité publique, hein, de la sécurité des biens et des personnes, et puis il y a la police qui s'occupe de l'ordre public, du maintien de l'ordre, notamment face aux troubles, aux manifestations, aux insurrections, aux ZAD, etc. Ce n'est pas les mêmes forces de police. Et les forces de police qui s'occupent du maintien de l'ordre public sont des forces de police qui sont entraînés, ce sont des grands professionnels, on peut se louer de ça, avec qui il n'y a jamais de problème. Les CRS, les gendarmes mobiles, sont des grands professionnels, ce sont des gens qui ne sont pas toujours très malins, mais il y en a des vrais malins, et il y en a qui sont très bons, mais d'une manière générale, malin ou pas malin, c'est pas le sujet, ce sont des professionnels qui connaissent leur métier. Et donc lorsque une manifestation est mise entre les mains de gendarmes mobiles ou de CRS, elle ne dérape jamais. Et il n'y a jamais de problème. Comme dans tous les pays occidentaux, la France ne fait pas moins bien que les autres. Ce qui pose problème, c'est la doctrine de l'interpellation par des forces mobiles
qui se prennent pour des cow-boys et qui font n'importe quoi. Et lorsque le ministre de l'Intérieur dit « je couvrirai tout le monde », il lâche les chiens. Et je le redis, sur 300 000 policiers en France, à peu près, 245 000, je crois, gendarmes mobiles et policiers, enfin gendarmes et policiers, l'essentiel de ces forces ne pose pas de problème. Et ce sont des professionnels qui font leur boulot de façon tout à fait équilibrée. Certains plus ou moins que d'autres, mais on ne peut pas s'en plaindre. Ce qui pose problème, c'est la doctrine de l'interpellation et la préparation psychologique, la formation des gens qui sont chargés des interpellations, notamment en cas de manifestation. Et si le ministre leur donne un blanc-seing par ailleurs, on sait qu'il devra gérer des troubles à l'ordre public créés par ces forces de l'ordre. C'est-à-dire que, effectivement, les cow-boys, moi j'en vois passer dans mon quartier, à Belleville, des bravèmes en moto. Comme ça, en sortant de mon immeuble, je peux voir trois motos de bravem passer dans ma rue. Ça arrive, ça m'est arrivé. Et les mecs jouent au cow-boy, c'est-à-dire qu'ils font de la provocation. Vous marchez dans la rue, les mecs commencent à vous regarder en faisant et à faire de la provocation vis-à-vis des citoyens, alors qu'il n'y a aucun trouble à l'ordre public, il n'y a pas une manifestation dans le coin. Les mecs, ils sont survoltés. Alors, probablement pas tous, mais ceux que je vois, il y a un problème. Tout le monde le sait. Et donc le ministre Darmanin, le ministre Retailleau, est en train de dire « allez-y les mecs ». Donc on sait qu'il y aura des troubles des débordements, ce qu'on appelle des violences policières. Il y aura des bavures. Et ces problèmes, d'une façon ou d'une autre, il devra les gérer au quotidien et ça va lui bouffer son temps. Il ne pourra pas s'occuper des vrais problèmes de fond de la police. Et ces problèmes, là aussi, on les connaît par cœur. Le problème numéro 1 de la police, c'est sa politisation, la politisation de ses commissaires. Les commissaires en France ne sont pas des managers, ce sont des lèche-culs du pouvoir, et ils ne font pas leur carrière d'après leur capacité à arrêter les méchants, si vous voulez. Ils font leur carrière d'après leur capacité à cirer les pompes du préfet, du député, du ministre, et qui leur donnent des promotions. Et puis à la fin, on se retrouve avec des gens qui font une police politique. Et en réalité, le découragement de la police ne vient pas d'un problème de moyens, il vient d'une incapacité de la machine à reconnaître les mérites professionnels et d'une valorisation systématique de la courtisanerie, du cirage de pompe. Et dans la police, c'est pas les meilleurs qui réussissent, c'est les plus lèche-culs. Et ça, quand vous faites ça dans une machine collective de plus de 100 000 personnes, puisque la police nationale, c'est à peu près 130 000 personnes, je crois, quand vous faites ça dans une machine de plus de 100 000 personnes, vous la faites dysfonctionner, et vous la démotivez, vous la découragez. Et vous avez à la fin des mecs qui se suicident en se disant « mais je ne sers à rien ». Dire que j'arrête les voleurs ou pas, de toute façon, c'est le feignant lèche-cul d'à côté qui est allé servir le café tous les jours au commissaire qui aura une promotion. Et ce système est tellement vrai qu'il est organisé par ce qu'on appelle la syndicalisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde a renoncé à encadrer les flics, et donc on dit aux syndicats « gardez le camp à notre place ». Et donc on paye des syndicats pour qu'il n'y ait pas de grève de policiers et que les policiers fassent ce qu'ils veulent. Et donc cette réorganisation, cette désyndicalisation de la police, cette dépolitisation de la police, ce nécessaire retour à la reconnaissance des mérites, ce sont les conditions qu'il faut réunir pour faire avancer la police, pour la remotiver, pour la rendre plus efficace. Et ça, c'est ce que Retailleau n'a probablement pas conscience qu'il faut faire, parce que je pense que c'est pas un grand théoricien, et de toute façon il n'aura pas le temps de le faire, et qui plus est, son gouvernement il va peut-être tenir 3 mois, donc dire je vais rétablir l'ordre, c'est vraiment fait pour flatter les masses. Et donc j'en reviens à mon raisonnement. Pourquoi il veut flatter les masses ? Eh bien parce que il a un Premier ministre, Michel Barnier, qui doit faire passer des augmentations d'impôts. Et pour faire passer ces augmentations d'impôts, eh bien, il faut détourner l'attention. Et il faut convaincre les gens qu'on a besoin d'augmenter les impôts pour rétablir l'ordre. Et donc, on a commencé à entendre la petite musique dans la presse subventionnée de maintenant, Retailleau va devoir s'occuper de la question des moyens dans la police.
Je ne sais pas si vous avez compris le raisonnement. C'est que personne, Retailleau lui-même, n'imagine probablement pas qu'il va pouvoir rétablir l'ordre. Il bombe le torse pour faire plaisir aux gens, pour mobiliser, pour dire nous, voilà, on est de droite, et puis vous allez voir, on va pas être des mous du genou, etc. Mais il sait que c'est du flanc, qu'il n'aura pas le temps, qu'il n'aura pas les moyens, que le métier du ministre de l'Intérieur ne permet pas de faire ça. En revanche, il a bien compris qu'il fallait augmenter les impôts et que pour justifier l'augmentation d'impôts, il fallait avoir un discours volontaire en disant « moi je vais rétablir l'ordre et pour y arriver j'ai besoin de moyens, donc il me faut une augmentation du budget de la police » qui d'ores et déjà est acceptée par Bercy. Les lettres plafond qui ont été envoyées prévoient une augmentation des moyens de la police et de la gendarmerie. Donc il n'aura pas à se battre pour augmenter les moyens. Simplement, il aura à se battre pour justifier comment on fait pour payer. Et il va nous jouer une sérénade qui est « si vous voulez que je rétablisse l'ordre, pas comme cet abruti de Darmanin, il y a un gimmick éternel, on succède toujours à un abruti et on est toujours remplacé par un incompétent. Donc moi, Retailleau, vous allez voir, je vais rétablir l'ordre, et si vous voulez que je rétablisse l'ordre, il faut me filer du pognon, et donc on va geler le barème de l'impôt sur le revenu. » Vous avez compris la mécanique ? Ça s'appelle le narratif, voilà, et qui est une technique de manipulation des masses. Et ça va très bien marcher puisque, ce faisant, il aura un soutien massif de la droite, du Rassemblement national, et Retailleau, en avançant l'argument il faut augmenter les impôts pour avoir une police plus efficace, il va obliger le Rassemblement national à le suivre. Et je le redis, c'est du pipotage, puisque l'augmentation des impôts, l'augmentation des moyens de la police, elle est déjà prévue dans le projet de budget 2025 construit par Bercy. Donc là, on va simplement faire de la manipulation pour obtenir une majorité à l'Assemblée nationale et, d'une façon ou d'une autre, justifier dans l'opinion une augmentation des moyens. On rappelle au passage que les heures sup payées aux policiers cet été pour les JO s'élèvent à peu près 1,5 milliard d'euros. Donc il n'y a pas de problème de moyens. Que moi j'ai vu des policiers chargés de surveiller, enfin de sécuriser les JO, ils étaient 10 tous les 100 mètres à ne rien foutre de la journée, et je les voyais dans des restaurants à 60 balles le menu, aller manger à midi, en sortant en disant maintenant qu'on est venu en Ile-de-France, parce que les policiers venaient de toute la France, maintenant qu'on est venu en Ile-de-France, on a compris qu'on manquait de moyens chez nous, en Seine-Saint-Denis. Bon bref, j'en reparlerai un jour si vous voulez. Il y a donc un narratif qui se met en place pour vous faire admettre les choses. Et ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est premièrement que le pouvoir lui-même n'est pas dupe. C'est-à-dire que le problème de Barnier n'est pas de dire la vérité. Le problème de Barnier, c'est de faire passer un budget dans des conditions difficiles. Et il va utiliser les techniques habituelles pour le faire passer. En inventant des problèmes, en se disant de toute façon les gens, qu'est-ce qu'ils y comprennent? On va leur dire, vous voulez moins de policiers ou plus de policiers? Ils vont tous dire, on veut plus de policiers. Et donc, ça va passer crème. Et pour le faire, il faut une mise en scène où on a un gars qui dit, vous allez voir, moi, donnez-moi de l'argent, vous allez voir, ça va être génial. C'est vieux comme le monde. La question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire nous face à ça? Alors, dans tous les cas, la première chose, je le redis, c'est la conscientisation. On ne peut pas changer la société, on ne peut pas changer la domination exercée par la caste si on n'a pas un travail d'éducation et de formation. J'en discutais hier avec, je le disais, un patron d'un autre média, je disais, mais vous ne cherchez pas à former les gens. C'est-à-dire que vous ne dites pas à votre auditoire, il se trouve que la personne que j'avais en face de moi aime beaucoup parler de BlackRock, et je disais, mais vous racontez des cracks sur BlackRock. Ah, donc vous défendez BlackRock. Non, moi je pense que BlackRock est un organisme, une machine qui est à de nombreux égards toxique, dangereuse, qui pose des problèmes, et des vrais problèmes démocratiques. Je n'ai pas de difficulté avec ça. Maintenant, abrutir les gens, les avachir, en leur expliquant que BlackRock est à la source de tous nos problèmes, et que, au fond, c'est le diable en personne, ça, c'est pas honnête. C'est-à-dire que l'information qu'on doit diffuser, elle doit être exigeante et rigoureuse,
et elle doit comporter des nuances qui consistent à dire qu'entre 0, c'est-à-dire BlackRock, c'est le monde idéal, et 1, c'est le diable, eh bien la vérité, la réalité, elle se situe entre les deux, et c'est notre job de dire aux gens, prenez le temps de ne pas résumer vos raisonnements à 0 ou 1. Et c'est la responsabilité des médias de le faire, mais c'est aussi votre responsabilité à vous de sortir de « il y a d'un côté le bien, de l'autre le mal », et de se dire « mais la politique n'est pas une affaire de morale, la politique c'est une affaire de règlement des problèmes ». Et que quand on doit régler un problème, vous le voyez bien vous-même quand vous êtes chef de famille, cette expression n'a plus de sens, quand vous voyez bien vous-même quand vous vivez votre vie de famille, si vos enfants se disputent, dans tous les cas, vous avez un mauvais choix à faire. Alors vous pouvez dire au nom du bien, toi tu te tais, toi tu peux pas, mais vous savez bien que ça ne règle pas les problèmes et qu'au fond, une famille heureuse, elle ne fonctionne pas avec un père la morale qui donne des bons points, elle fonctionne sur d'autres principes, d'autres exigences. Et ce sont ces exigences-là qu'il faut comprendre pour pouvoir un jour exercer le pouvoir à la place de la caste, car c'est bien l'enjeu. Ce qu'il faut, c'est que nous nous mettions en position psychologique, en position intellectuelle, d'un jour remplacer la caste. Et ça, on en est loin pour l'instant avec ce que je lis, ce que je vois, ce que j'entends très souvent dans les commentaires, où au fond, il y a une volonté de rester rasibus, c'est-à-dire non mais dites-moi où est le bien, dites-moi où est le mal, simplifiez-moi au maximum l'arbre de décision, et puis tout ira bien. Je ferai une capsule sur l'arbre de décision. Donc notre première exigence, c'est de nous dire on va faire un effort pour comprendre, on va passer du temps sur des choses ingrates, on va arrêter de se laisser berner par tous les problèmes, par un retaillot qui nous fait « Oh, moi je veux rétablir l'ordre, les immigrés c'est pas bien ». Ok, on peut penser ce qu'on veut de l'immigration, tiens j'en ai pas beaucoup parlé, je vais vous dire pour ne pas être accusé de « Ah, vous n'avez pas parlé d'immigration ». Moi, l'immigration, c'est la caricature de l'avachissement. C'est-à-dire que les immigrés, ils sont là. Voilà, ils sont plusieurs millions, probablement 10 millions, à mon avis encore plus que ça, parce qu'on a du mal à les comptabiliser. Ils sont là. Et je veux bien qu'on m'explique qu'il n'y en a pas un qui travaille. Moi, je prends le métro parisien à 6 h du matin, je ne vois que des étrangers, que des Noirs et des Arabes qui vont travailler à 6 h du matin. Il n'y a pas un blanc. Donc je veux bien qu'on m'explique que tous les Arabes sont des feignants, que tous les Noirs viennent là pour vivre d'allocations. Arrêtez de répéter ce que vous entendez sur la télé poubelle de Bolloré. Moi, je ne vous dis pas qu'il n'y a pas des Arabes fraudeurs. Je ne vous dis pas qu'il n'y a pas des Noirs fraudeurs. Bien sûr qu'il y en a. Et bien sûr qu'il y a parmi eux des voyous, des racailles. Bien sûr qu'il y en a. Voilà. Maintenant, ceux qui vivent avec les immigrés savent que la majorité d'entre eux, lorsqu'elle n'est pas agitée par des puissances étrangères qui, à la mosquée, leur chauffent les esprits, la majorité d'entre eux n'aspirent qu'à une chose, c'est vivre normalement de son travail, sans faire chier personne. Et que le matin, vous prenez le métro à Paris à 6 h, je ne vous dis pas à 8 h, prenez le métro à 5h30, 6 h, pour voir qui fait les petits jobs aux horaires impossibles, mal payés. C'est les Noirs et les Arabes, il n'y a pas de Français. Et donc, moi je veux bien que des gens d'ailleurs qui ne voient pas d'immigrés m'expliquent le contraire. Moi, je le redis, il y a des racailles arabes, il y a des racailles noires. Mais l'immense majorité de ces gens travaillent et fait des boulots que vous n'accepteriez pas de faire en disant « Oh, c'est mal payé !» Donc, je veux bien que sur cette réalité qui est que si on chassait tous les Noirs et les Arabes, eh bien, je vais vous dire ce qui va se passer. Moi, je suis pour le principe de réalité. Quand vous me parlez de l'immigration, et que vous me dites « Ah, c'est dégueulasse, ils ont plus d'avantages que nous, etc. » Moi, j'ai pas de problème là-dessus. Mais vous proposez quoi? Vous proposez de les renvoyer chez eux? Il va y avoir 10 millions de personnes à remplacer. Déjà, il faut qu'on nous explique comment on chasse 10 millions de personnes. On va le redire. Hein. Aujourd'hui, on n'arrive déjà pas à chasser des clandestins avec reconduite à la frontière parce que les pays d'accueil n'en veulent pas et qu'on n'a pas de moyens juridiques de les forcer à les accepter. Voilà. Donc, le seul sujet, c'est de les foutre sur un bateau et de couler les bateaux au milieu de la Méditerranée. Il n'y a pas d'autre solution, sauf qu'il faut une capacité pour transporter 10 millions de personnes. Ouais. Donc ça n'est pas réaliste. On va le rappeler, les nazis, il leur a fallu
3 ou 4 ans pour tuer 6 millions de personnes en état de guerre, 6 millions de civils désarmés en état de guerre. Vous imaginez 10 millions en temps de paix. Enfin, tout ça, c'est du pipi de chat, cette idée de faut les chasser. Voilà. Et je le redis, reconduire ceux qu'on a à la frontière parce qu'ils sont délinquants, les pays d'accueil, s'ils ne les veulent pas, eh ben, on l'a dans le baba. On l'a dans le baba. Donc à un moment donné, c'est la différence entre le slogan facile de la vachique, il n'y a qu'à Faucon, et puis la réalité, c'est tu préfères quoi, mon gars? Le gars, c'est un délinquant. C'est une racaille. Ok, tu veux le renvoyer chez lui, donc tu lui payes un billet d'avion, avec 2 flics autour, donc c'est déjà pas donné. Et puis, en fait, le pays d'accueil n'en veut pas, donc il nous le renvoie. Et là, qu'est-ce qu'on en fait du gars? Voilà, c'est alors, les cas classiques, 3000 balles par mois de frais d'hébergement et de subsistance. C'est à ça que ça conduit, à un moment donné. Ça coûte très cher, ces élucubrations de « il n'y a qu'à Faucon ». Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'on leur fasse? Qu'on leur donne un droit réduit par rapport aux Français? Dans mon livre, moi, je propose de revenir au droit des nations de Romain. Mais moi, je veux bien qu'on leur donne des droits réduits. Je n'ai pas de problème là-dessus. Simplement, il ne faudra pas vous plaindre s'ils vous font une concurrence sur le salaire. Parce que les mecs, on va leur dire, ils bossent, mais pour moins cher qu'un Français. Et donc, ils tirent les salaires à la baisse. Et après, vous allez encore dire, c'est pas juste. Et vous êtes dans le monde où rien n'est juste. Et où il n'y a que des problèmes dont on ne peut pas se sortir et on ne peut rien faire, monsieur. Ça, c'est la logique des dépressifs. Voilà. Maintenant, il y a une logique rationnelle qui consiste à se dire on ne peut pas avoir une société qui ne fait plus d'enfants, qui a des modèles sociaux fondés sur la natalité, c'est le cas pour notre système de retraite, qui a des protections pour les salariés, plus, ce qui fait qu'à un moment donné, les Français, ça coûte trop cher à recruter, donc on prend des étrangers. Mais personne ne veut réduire le droit des Français. Voilà. Et en même temps, les Français disent « oui, mais je ne veux pas d'étrangers qui viennent me concurrencer ». Sauf, est-ce que tu fais des enfants pour te passer d'étrangers? Non. Alors, est-ce que tu as un avis intelligent à donner, à part expliquer que rien ne va? Si tu veux te passer des étrangers, passe-toi des étrangers. Fais des gosses, voilà. Et explique à tes enfants qui, à 20 ans, disent « ah mais moi j'ai envie de profiter de la vie, je ne me vois pas faire des enfants parce qu'en plus c'est sale », dis-leur, fous-leur 3 claques et tu dis « mais si, tu vas te marier avant 25 ans, tu vas faire des gosses. Est-ce que vous le faites ça? Non, parce que ça vous semblerait abominable. Donc comment vous pouvez faire les bébés, les adolescents contents de rien, à dire « on ne veut pas d'immigrés, mais on ne veut pas mettre 3 claques à nos gosses pour qu'ils fassent eux-mêmes des gosses ». Et j'entends la pleurnicherie insupportable. Mais ils font plus d'enfants parce que le monde est horrible et c'est des pauvres petites choses. Non, tu leur as pas foutu de claque pour les mettre au boulot, c'est tout. Et il y a des immigrés parce que tu es incapable d'élever correctement des gamins et que tu en as fait des enfants gâtés. Cherche pas de raison chez les autres. Le problème, c'est toi, mon gars. C'est que tu comprends, tu veux plus faire d'enfants, tu acceptes. Moi, je vois des gens qui gardent leurs enfants chez eux jusqu'à 25 ans. Ah oui, non, mais c'est dur la vie. Et puis, non, tu leur fous pas 3 claques pour aller bosser. Arrête d'expliquer que c'est des petites choses. Et donc, cette éducation décadente, cette disparition de l'élan vital. Après, moi, je veux bien que vous disiez, on va virer des étrangers. J'ai du mal à croire que des gens aussi décadents que les Français qui disent ça y arrivent, mais supposons qu'ils le fassent. Il faudra expliquer à vos gosses qu'ils doivent se mettre au boulot. Il faudra vous mettre au boulot. Et il faudra travailler jusqu'à 68, 69 ans, parce que travailler jusqu'à 62, 64 ans, ça ne le fera pas. Et il faudra passer à des semaines de 40 heures minimum, parce qu'il faudra les remplacer, tous ces gens-là. Et je sais qu'il y a des marchands de soupe qui disent « mais non, mais vous n'avez rien compris, c'est un modèle dépassé, etc. » On peut me raconter des carabistouilles, on peut me dire que la dette n'existe pas. Moi, je crois qu'il n'y a pas d'émancipation possible du peuple il n'y a pas de reprise en main de notre destin sans une lucidité et sans une capacité à dire les choses qui fâchent et à sortir des mythologies qu'on nous a mis dans la tête. On reviendra un jour sur la création de ces mythologies. Aujourd'hui, je vous ai montré comment l'invocation de l'ordre, du retour à l'ordre, servait à vous faire avaler des augmentations d'impôts, et donc comment les narratifs mythologiques se mettaient en place pour vous piquer du pognon.
avec votre consentement. À l'issue de ma dernière vidéo, j'ai eu pas mal de remarques sur, mais vous parlez de l'entreprise comme une façon de se libérer, de devenir entrepreneur pour se libérer. Tout le monde n'est pas capable de devenir entrepreneur. Ma prochaine vidéo va traiter de cette question. Tout le monde n'est pas capable, tout le monde est-il capable ou non d'être entrepreneur? À très vite, mes amis.